Bonjour tout le monde, 4 décembre 2021. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le principal créateur du Parc Omega. Il vient de sortir un livre sur son aventure de 25 ans au sein du Parc Omega, au sein de cet important attrait touristique de l'Outaouais. On parle aussi des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes et Stéphane Ouimet démystifie les exercices cardiovasculaires. Pour débuter l'émission, je m'entretiens avec Olivier Favre, ancien propriétaire du Parc Omega et maintenant auteur. Il vient d'écrire le livre « La passion d'un créateur, Parc Omega, 25 ans d'aventure ». Bonjour, Monsieur Favre. Bonjour. Monsieur Favre, vous avez fait le lancement de ce livre tout dernièrement là, à Plaisance, à la Maison des créateurs d'art populaire du Québec. Vous ferez le lancement également en France en décembre dans quelques jours. Qu'est-ce que vous avez voulu nous raconter dans ce livre? Alors, en fait, j'ai eu le sentiment d'être très privilégié parce que j'ai eu une chance de participer à une création qui m'a un peu dépassé, qui nous a tous dépassés. On était une toute petite équipe qui est devenue plus grande au fur et à mesure du temps, mais on était une toute petite équipe et on a fait, je pense, une œuvre extraordinaire puisqu'elle est devenue un des principaux attraits maintenant du Québec et du Canada aussi. Voilà. Donc, on a le sentiment d'avoir participé à une aventure qui nous dépassait. Et donc, il m'a semblé intéressant de raconter, en fait, les grandes étapes. Mais d'où je viens aussi, puisque je suis originaire d'Alsace, de France, en fait, de l'Est de la France. Donc, il m'a semblé intéressant de raconter d'où je venais, pourquoi je suis arrivé, au fond, au Québec, comment la rencontre s'est faite. Après ça, quelles ont été les grandes étapes de l'aventure du parc, en fait, quelles ont été les grandes réalisation à l'intérieur du parc, voilà, ce que c'est devenu, et puis surtout partager en fait cette chance extraordinaire de travailler dans la nature avec des animaux sauvages. Déjà ça, c'est quand même, ça ressemble un peu au paradis, donc c'était quand même un grand privilège. Et ensuite de rendre sa place à l'histoire du Québec et du Canada à travers le Sentier des Premières Nations, qui a été une grande réalisation, qui a duré à peu près 7 ans, et aussi la Terre des Pionniers, qui a aussi duré à peu près 7 ans. Donc, c'est des grandes étapes. Et à la fin, on a fait Omega la nuit et les hébergements. Donc, voilà, raconter les grandes étapes de cette aventure. Qu'est-ce qui s'est passé derrière le rideau? Comment ceux qui ont participé, je suis un des acteurs, pas le seul, mais il y a Alain Massy, Charles de Reynac, voilà, il y a plusieurs autres personnes, bien sûr, qui ont été des personnes clés, mais chacun des acteurs, au fond, de cette aventure incroyable, a participé à cette aventure. Et moi, j'en ai juste été le catalyseur ou peut-être le chef d'orchestre. Voilà. Alors, M. Favre, vous l'expliquez dans votre livre, justement, pourquoi vous êtes venu au Québec, pourquoi vous n'êtes pas resté tout simplement en France. Pourquoi vous êtes venu au Québec, alors? Pourquoi je suis venu au Québec? Moi, en fait, je voulais venir au Québec étudier et probablement m'y installer parce que je trouvais qu'en Europe, on se marchait un peu sur les pieds et que, voilà, qu'il y avait plus d'ouverture et plus de possibilités peut-être au Québec. Donc, je m'étais inscrit à l'université à McGill. Et en fait, en rentrant chez moi de cette inscription, ma mère m'a dit que mon père avait le cancer, en fait, et qu'il allait mourir dans les 2 ans qui suivaient. Donc, j'ai décidé en fait, de rester près de lui, d'ailleurs, qui était une personne qui était importante pour moi. Et j'ai fait mes études à Strasbourg. J'ai poursuivi mes études à Strasbourg. J'ai repris son entreprise et j'ai développé son entreprise pendant très longtemps, pendant 30 ans. Vous voyez. Donc, à 20 ans, je lui ai succédé et à 50 ans, j'ai décidé de changer de vie parce que c'était un métier qui était un peu trop austère pour moi. C'était du service d'assurance, en fait. J'ai transformé une agence générale en cabinet de courtage spécialisé en entreprise, qui est devenu le premier dans l'Est de la France. Mais à 50 ans, je me suis dit, au fond, on n'a qu'une vie et c'est mieux peut-être d'inventer sa vie que de rester coincé dedans. Et donc j'ai décidé de vendre mes affaires. Et là, je suis devenu président d'une association qui s'appelle la Société industrielle de Mulhouse, qui était une grande association qui avait créé beaucoup de choses dans notre région. Là. Donc, je suis devenu président et en même temps, je suis venu voir des amis de la même région que moi, des amis d'enfance, qui avaient créé, ça s'appelait à l'époque le domaine Omega. Donc, ils avaient créé un domaine qui était au départ une pourvoirie à Montebello. Ils avaient acheté un domaine. Voilà, et ils avaient commencé à le faire en pourvoirie, puis ils ont ouvert au public en fait en 1991, voilà. Et moi, en fait, je suis allé me promener au Québec. Je voulais trouver une maison au bord de la rivière des Outaouais parce que je trouvais que c'était très beau. Et puis ils m'ont proposé, ils m'ont dit, on a beaucoup mieux à faire. Toi, tu connais les affaires, nous, on connaît les animaux. On s'associe moitié-moitié et on développe ça ensemble. Et moi, j'ai eu le coup de foudre. J'ai trouvé que c'était un projet extraordinaire. Vraiment.
tous les animaux sauvages étaient là, des wapitis, voilà, les ours, les loups. Bon, c'était quand même comme le paradis terrestre. Donc, je Ben n'ai pas oui, hésité longtemps. vous dites Voilà. ça dans votre livre, justement, que ben, le paradis, vous l'avez vécu. Oui. Qu'est-ce qui fait que le paradis, vous l'avez vécu au Parc Oméga? C'est quoi les éléments qui, pour Ben, vous, si vous voulez, font que c'est le paradis? ma première rencontre avec le parc Oméga était une rencontre tout à fait magique, en fait, parce que je suis arrivé là, bon, je venais d'Europe et tout ça, et puis j'entre dans ces lieux magnifiques qui sont des lieux, au départ, la géographie est très belle, la topographie est très belle, hein, il y a des lacs, il y a des forêts, il y a des prairies, donc c'était un paysage varié, magnifique, mais bon, ça c'est très beau, mais il y a quand même beaucoup de paysages comme ça, mais d'un seul coup, il y avait les animaux sauvages dedans, donc il y avait des wapitis, donc, il y avait une meute de loups, il y avait une vallée avec des ours. Donc, pour moi, c'était comme incroyable. J'avais les yeux qui sortaient là et je me suis dit, waouh, c'est merveilleux, vraiment. Voilà, c'était extraordinaire. Bon, à part ça, l'équilibre financier n'était pas du tout fait, puisqu'on perdait beaucoup d'argent, enfin, ils perdaient beaucoup d'argent à l'époque. Donc, ce que Voilà. je comprends, c'est que les animaux faisaient en sorte que pour vous, c'était le paradis, Oui, mais les finances, ça ne faisait pas que c'était le paradis, par contre. pardon, les finances? Les finances, ça ne faisait Oui. pas que c'était le Non, paradis. ben, le paradis avait un prix. Le paradis avait un prix. Voilà. Donc, Ouais. le paradis, c'est quand même de voir des animaux sauvages dans leur environnement, dans des grands espaces. Ça, quand, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, moi, c'est ça qui m'a plu. Et je me suis dit, d'une manière ou d'une autre, ça va fonctionner. Voilà. On ne sait pas comment on va y arriver. Mais bon, la vie, elle est miraculeuse quand même. Donc, elle nous donne des opportunités. Donc, moi, j'ai vu juste un extraordinaire potentiel. Voilà. Puis, j'ai juste regardé ça. Et voilà, après, on a trouvé un accord qui faisait notre effort à tous les deux. Et voilà, et après, ben, les choses se sont développées. On a mis 5 ans à atteindre l'équilibre. Donc, ça faisait 15 ans après le démarrage pour eux, en fait. Voilà. Voilà. Et en 2001, on a commencé à trouver un semblant d'équilibre. Puis après, ben, les choses ont pris de l'ampleur. Et comme moi, je m'intéressais beaucoup à l'art, à la culture, à l'histoire, en fait, j'ai apporté au fond, ce que mes racines et ce que mes intérêts portaient, c'est-à-dire l'ouverture à la culture des Premières Nations, l'ouverture aussi à toute l'histoire du Québec et du Canada. Donc, j'ai apporté cet élément-là. En fait. Dans votre livre, vous indiquez que, ben, en fait, vous nous divulguez certains secrets de ce parc Oméga. Comment vous avez fait pour passer de 40 000 visiteurs par année à 300 000 visiteurs par année? Parce que à ce jour, il y a 300 000 visiteurs par année qui visitent le parc Oui, même Oméga. plus. Je crois que cette année, il y en aura plutôt 350 000. Mais, ça se peut, hein? Bon, oui. C'est quoi les secrets? C'est quoi les secrets pour… Les secrets, c'est assez simple, en fait. La première chose, je pense qu'il faut garder un esprit pionnier. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut toujours être sobre, modeste, aller de l'avant. Voilà. Mais je crois que la sobriété, c'est très, très important. Et l'esprit pionnier, garder tout le temps l'esprit pionnier. C'est jamais gagné. On n'a jamais… voyez, on ne va pas se reposer en se disant, moi, à 50 ans, je suis parti là parce que je ne voulais pas me reposer, je ne voulais pas aller sous les cocotiers, je voulais participer à une création. Vous voyez? Donc, bon, la première chose, je pense que l'esprit pionnier, c'est un élément très important. Bon, la sobriété, la simplicité, je pense que ça, c'est très important. Après, il y a un autre élément qui me paraît très important, c'est l'innovation permanente. C'est-à-dire apporter tout le temps des nouveautés. Voilà. Mais c'est pas… Moi, je n'avais pas besoin de me forcer, j'adorais créer quelque chose de neuf. Donc, les Premières Nations, on avait un beau lac. Alors, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire là? Et puis, bon, on est arrivé à trouver ça, vous voyez, enfin, voilà. Mais être innovant, ça comporte des risques. Est-ce que parfois, vous avez eu l'impression de prendre de trop grands risques? Dans votre livre, à un moment donné, vous parlez d'une cabane, un poste de traite que vous avez construit en un rien de temps. Je pense qu'en moins de 2 mois, là, c'était construit même un mois. Mais vous dites aussi que le permis de construction a été acquis comme l'année suivante. Donc, vous vous lanciez sans avoir toutes les pièces du puzzle en place, en fait. Mais ça, c'est des risques à prendre. Ben, vous savez, le risque est une drogue un peu. Donc, en fait, moi, j'ai tout le temps été à la limite de mes capacités. Vous voyez, on a tout le temps tenté. Bon, après, en général, quand même, on était très respectueux des permis de construire. En plus, au Québec, je dirais que vous avez une administration qui est quand même très ouverte et tout ça. Donc, on a toujours trouvé
des échos favorables. Et en général, on a toujours fait, quand on l'a pu, les choses dans les règles, bien sûr. Mais bon, il y a une fois, je me souviens très bien, ça a été quand même un moment assez incroyable. Bon, on s'est dit à un moment donné, bon, les gens allaient beaucoup dans une zone de promenade et tout ça, et il fallait qu'ils aient un abri pour se poser et tout ça. Et je me souviens très bien parce que je partais, je pense, le 17 novembre de cette année-là. Et donc, je me demande comment faire. Et puis, avec Alain Massy, qui était mon binôme, en fait, mon alter ego, je regarde et puis j'ai dit, il faudrait trouver une solution qui puisse aller vite. Et on a trouvé un chalet en bois rond, enfin, une structure en bois rond qui était quelque part en Gaspésie et qui avait été construite et qui correspondait exactement à notre besoin. Alors, je lui dis, regarde, il y a un chalet en bois rond, la pièce sur pièce, c'est vraiment ce qu'il nous faut là. Bon. Et le lendemain, il me dit, j'ai demandé à la personne qui a construit ce chalet, moi je partais donc le lendemain en fait, hein, et le lendemain à 10h, la personne était là, et il était venu de Gaspésie, là, il avait roulé toute la nuit, et il était là, et on lui a dit, voilà, si vous nous installez le chalet, dans 2 mois il est installé, d'accord, on le commande, on le prend. Et 2 mois après, il était installé. Et le 31 décembre, 17 novembre, on avait imaginé de le faire. Et le 31 décembre, on l'a inauguré. Voilà. Ça, c'est le Québec rapide. quand même. Ça, c'est le Québec. Et je peux vous dire que là, en France, je n'ai pas regretté d'être plutôt au Québec qu'en France. Voilà. Oui, parce que ça aussi, on peut se demander, mon Dieu, vous auriez pu tout faire ça du côté de la France, mais on est privilégié que vous l'ayez fait du côté du Québec et ce n'est pas terminé les projets pour vous. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent, beaucoup à Plaisance notamment. Monsieur Favre, je vous remercie beaucoup. Merci, à vous. Et ce livre est disponible à la Maison des créateurs d'art populaire du Québec à Plaisance. Il est aussi disponible au Bureau d'information touristique à Montebello. Donc, La passion d'un créateur, Parc Oméga, 25 ans d'aventure. Au revoir. Merci beaucoup. Il y a une campagne de prévention présentement contre la violence faite aux femmes. Alors, on en parle avec l'intervenante en sensibilisation de la Maison pour elles des Deux-Vallées, Sabrina Saint-Amour. Bonjour. Bonjour. Sabrina, cette campagne, elle s'appelle les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. C'est quoi l'idée derrière cette campagne? En fait, pourquoi elle est importante? En fait, l'idée derrière les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, c'est vraiment de mettre en lumière toutes les violences en général que les femmes subissent. Donc, on peut parler, on peut en fait penser aux agressions sexuelles, à la violence culturelle, à la violence conjugale, au harcèlement, mais aussi à toutes les violences qu'on fait face en étant femme. Cette campagne, elle a lieu du 25 novembre au 6 décembre. On ne l'avait pas encore mentionné, donc il reste quelques jours. C'est une campagne qui est à grand déploiement à travers tout le Québec. Donc, il y a des actions différentes qui sont faites un peu partout au Québec. Nous, en Outaouais, qu'est-ce qui se passe plus précisément peut-être avec la Maison d'hébergement pour elles, les Deux-Vallées? Qu'est-ce que vous faites comme action? Nous, en fait, on s'est basé vraiment au niveau de la communauté. Donc, on a décidé d'aller distribuer des rubans blancs à tous les salons de coiffeurs et les salons d'esthétique de notre région. En tout, il y a 10 salons qui ont accepté de recevoir les rubans blancs, de porter fièrement les rubans blancs, mais aussi de les distribuer à leur clientèle. Aussi, on a des actions au niveau des femmes hébergées. Présentement, on a demandé aux femmes de créer un collage. On leur a posé 2 questions. Donc, comment elles croient ou elles pensent que la femme est perçue dans la société et comment elles aimeraient que la femme soit perçue dans la société. Qu'est-ce qui en ressort de cet atelier? Je suis curieuse. Est-ce qu'il y a eu une tendance là, dans les collages que les femmes ont fait? Oui, en fait, elles se voient surtout comme des victimes, comme des personnes qui vivent de la violence, des personnes qui, en fait, nous sommes les femmes des morceaux de viande et on subit des choses de la société. C'est surtout ça qui a ressorti. Par contre, les discussions qui ont été, c'est aussi à quel point qu'on est forte, à quel point qu'en tant que femme, on se soutient et que c'est important là, de rester solidaires les unes envers les autres.
Alors, on a espoir avec ces 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Avez-vous fait d'autres actions ou est-ce qu'il y a d'autres actions qui s'en viennent dans le cadre de ces 12 jours? Oui, en fait, la dernière action, la clôture des 12 jours, c'est vraiment une vigile qui a lieu le 6 décembre. Cette vigile a lieu au Parc Mémoire d'elle, au monument Janine Boissonneau. Et c'est vraiment un lieu de rassemblement là, pour dénoncer et revendiquer les violences faites aux femmes. Ce rassemblement va avoir lieu de midi à 12h30. Puis c'est vraiment en mémoire des 14 femmes, en fait, qui ont été assassinées à l'École polytechnique de Montréal, mais aussi en mémoire de toutes les femmes qui sont assassinées à chaque année par leurs conjoints, puis aussi là, aux femmes et aux filles autochtones qui sont disparues et assassinées. Mm-hmm. Donc, au Parc Mémoire d'elle, au coin des rues Jacques-Cartier et Grébert, dans le secteur Gatineau. C'est Noël, hein, ou bientôt, c'est Noël, c'est le temps des fêtes du moins. Et vous avez quelque chose de spécial à la maison d'hébergement pour Elle des Deux-Vallées cette année. Vous avez un calendrier de l'Avent. Et j'aimerais savoir ce que c'est, ce calendrier, parce que moi, dans le temps, là, quand j'étais enfant, là, on avait juste des calendriers de l'Avent en chocolat, là. Mais là, il y en a de toutes sortes et vous en avez créé un. À quoi ça ressemble, ce calendrier de l'Avent pour vous? Bien, en fait, le calendrier de l'Avent, c'est vraiment pour que les femmes aient un temps d'arrêt à tous les jours pour prendre soin d'elles. Donc, c'est toutes des petites activités très simples au quotidien qu'on peut créer, bien, qu'on peut faire. Donc, soit boire un thé, voir des amis, s'acheter une nouvelle plante aussi. Donc, ce qui est vraiment important de retirer comme message, c'est que le calendrier de l'Avent, c'est fait pour avoir du plaisir et de ne pas se mettre de la pression pour exécuter exactement tout ce qu'il y a à faire durant les 31 jours. Puis, c'est un moyen pour nous et pour vous de prendre soin de soi là, durant les 31 derniers jours de l'année. Mm-hmm. Et c'est complètement gratuit. On peut y avoir accès sur votre page Facebook. Est-ce qu'il y a un autre endroit où on peut y avoir accès? Seulement sur notre page Facebook et à tous les jours dans les stories du Facebook de la maison d'hébergement, on publie le défi du jour. Par contre, vous pouvez aussi décider de le faire la fin de semaine si vous n'avez pas le temps dans votre journée ou encore le sauvegarder pour plus tard. Moi, j'ai bien aimé aussi un des messages, je l'ai lu là, un peu votre calendrier, là, puis à un moment donné, c'est « Prends 2 minutes pour t'étirer le matin ». Oui. Je pense que le matin, des fois, c'est très, très rapide. Puis plutôt que peut-être passer ce 2 minutes sur notre cellulaire, hein, on peut le passer à s'étirer puis à prendre le temps le matin. C'est seulement 2 minutes, puis seulement ça, ça peut faire la différence pour un bon départ d'une journée. Pourquoi Exactement. pas? Je sais que tu veux nous parler aussi d'un livre à colorier. Qu'est-ce que c'est ce livre? En fait, le livre à colorier, c'est vraiment une initiative d'une artiste locale, bien, en fait, de notre région. C'est Nathalie Lauzon. Durant le confinement, elle était pleine de créativité et elle voulait absolument redonner et trouver une façon originale de diminuer le stress, diminuer l'anxiété. Donc, de là, lui est venue l'idée de créer un cahier à colorier. Ce cahier à colorier-là est... en fait, elle est venue nous voir pour qu'on soit partenaire avec elle. Puis, ce qui est intéressant, c'est que oui, c'est devenu un outil de financement, mais c'est aussi un outil de sensibilisation. Si on se remet dans le temps du confinement, on n'avait pas de façon d'entrer dans les maisons. Les écoles étaient encore ouvertes, donc on a fait la distribution du cahier à colorier dans toutes les écoles de notre région, dans toutes les écoles primaires. Et à Lando, il y avait une sensibilisation sur c'est quoi la violence conjugale. Donc, c'était une façon pour nous d'entrer dans les maisons. Et le cahier à colorier est encore en vente au coût de 12 $ et tous les fonds sont remis à la maison d'hébergement. Donc, activité de financement en même temps. Et le livre est disponible à l'échelle du monde, mais aussi à l'échelle du monde, oui, dis-je bien, et à la librairie Rosemary là, à Buckingham. Et en terminant, est-ce qu'on peut rappeler à quel point vos services sont toujours ouverts? Hein? Là, c'est la période des fêtes. Il y en a qui prennent des vacances, mais dans une maison d'aide et d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, vous n'en prenez pas de pause. Vous êtes là constamment pour les femmes?
Oui, donc c'est super important de rappeler à la population que les services de la maison d'hébergement sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, que ce soit Noël, le jour de l'an, le jour, le soir, la nuit, il va toujours avoir une personne pour vous aider. Alors, on peut vous appeler ou prendre rendez-vous. Le numéro est au bas de l'écran. Sabrina Saint-Amour, merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonjour Stéphane Ouimet. Bonjour Floralie, ça va bien? Ça va, merci toi-même. Absolument, comme toujours. Pas trop mal au dos, des fois je te vois bouger un peu, pencher sur le côté. Il n'y a rien de pire que savoir qu'est-ce que tu as pour avoir mal. Donc oui, définitivement, moi je suis dans l'entretien constant. Ça fait affaire avec le fait que je suis un petit peu boomer, tu comprends? Je m'en viens. Oui, c'est ça. Mais on ne parlera pas de douleur aujourd'hui, on va parler d'exercices cardiovasculaires. Est-ce que tout le monde peut faire des exercices cardiovasculaires ou il y a des gens qui ne devraient pas en faire, Stéphane? En fait, je n'ai jamais rencontré personne à qui on va suggérer de ne pas faire d'exercice cardiovasculaire, mais évidemment, toute personne étant différente, c'est important de savoir, premièrement, de comment est-ce que je vais m'y prendre. Mais si je veux savoir comment suggérer à quelqu'un de comment s'y prendre, il y a certaines questions qu'on doit se poser, par exemple, des antécédents médicaux, quel âge de la personne, quel âge de le cœur de la personne, quelle est sa santé, est-ce qu'on a une expérience d'exercice, est-ce qu'on a vécu des moments difficiles dans les dernières années, est-ce qu'on a des attaques de cœur, est-ce qu'on a eu aussi le diabète et des choses comme ça. Donc, évidemment, là, ça diffère chez toutes sortes de personnes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est qu'un exercice cardiovasculaire, là, c'est tout simplement que lorsque j'utilise mon corps pour faire n'importe quel effort, les muscles doivent travailler. Parce que les muscles travaillent, consomment de l'oxygène, et en consommant de l'oxygène, bien, le cœur se doit de fournir cet oxygène-là par l'entremise du système vasculaire. Donc, évidemment, plus l'effort est grand, plus le besoin d'oxygène est grand, on appelle le débit cardiaque. Et pour subvenir à cette augmentation-là de la demande, le débit étant plus grand, on va soit faire battre le cœur plus rapidement ou idéalement beaucoup plus fort. Si on manque d'oxygène pour un exercice qu'on est en train de faire, c'est une chose, mais il ne faut pas non plus négliger que le cœur, lui aussi, lorsqu'il travaille plus fort, c'est un muscle, il a besoin de plus d'oxygène. Et si lui ne réussit pas à bien s'alimenter en oxygène, mais là, on peut avoir des petites carences. On peut aller vers une ischémie qui a un manque d'oxygène et ensuite, malheureusement, peut-être se rendre jusqu'à un infarctus. Mais habituellement, là, on a tendance à reconnaître tout ça avant que les gens puissent arriver à cette malheureuse fin-là. Mais c'est ça, tu mentionnes quand même la potentielle possibilité de manquer d'oxygène. Là. Est-ce que ça comporte des risques? Tu sais, on entend souvent, souvent, il y a des marathoniens qui peuvent mourir, par exemple. Est-ce que c'est dangereux d'en faire trop, peut-être, du cardiovasculaire? Bien, c'est relativement nouveau, cette notion-là, parce que moi, j'ai passé toute ma vie à expliquer aux gens, de les convaincre d'essayer de faire plus d'exercices, mais dans les dernières années, avec l'arrivée d'une nouvelle vague, les boomers qui ont fait des ultramarathons, qui ont fait de la nage de longue durée, c'est devenu populaire dans les dernières années. Et là, maintenant, ces gens-là qui sont habitués de faire des sports d'endurance de très longue durée, bien là, ils se retrouvent avec des boomers, qui sont dans la soixantaine, et on voit toutes sortes de différents incidents là, à l'intérieur de gens qui sont excessivement forts. C'est entre autres une question qui est adressée par le docteur Junot, qui est responsable de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il étudie vraiment là, où se situe cette ligne-là de trop versus pas assez. Tu sais, moi, ma femme, elle dit tout le temps ça. Trop, là, c'est comme pas assez. Évidemment, convaincre quelqu'un de faire plus d'exercice, c'est difficile. De dire à un de mes chums qui aime ça faire des ultramarathons, qui devrait se calmer le pompon et courir moins souvent, moins longtemps, moins fort, ça aussi, c'est voué à l'échec. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que cette sollicitation-là du cœur, à un moment donné, lorsqu'on dépasse plus de 90 minutes de marche ou environ 40 minutes de course dans une journée, les effets positifs de l'activité physique plafonnent. Ça ne veut pas dire qu'à plus de 40 minutes ou à plus de 90 minutes, c'est dangereux pour l'exercice, mais on sait que ce plafonnement-là, lorsqu'ils atteignent un certain seuil, les effets positifs arrêtent de plafonner et vont même diminuer, rendant l'exercice un petit peu plus dangereux. C'est pour ça que les études maintenant sont à déterminer quel est cet excès-là, où se retrouve l'excès d'exercice qui va faire en sorte que je sursollicite mon système cardiovasculaire, que ce soit lors d'un entraînement ou que ce soit lors de plusieurs entraînements. Malheureusement, on sait qu'un des athlètes de l'endurance qui ont eu des problèmes de santé, puis on a fait des études sur les boomers qui font beaucoup d'exercices cardiovasculaires d'endurance. On voit des changements au niveau du cœur. On voit que l'oreillette gauche est un petit peu plus grande. On parle de cœur d'athlète, lorsque le cœur s'atrophie. Le cœur, il devient
beaucoup plus gros, le muscle devient plus gros. Ça nuit au circuit électrique, ça l'amène malheureusement vers des problématiques de fibrillation. On sait aussi que beaucoup de sollicitations de mon système vasculaire peut occasionner des cicatrisations du système vasculaire. Donc, encore une fois, là, où se situe la ligne entre trop en faire? Ça, c'est des études qui s'en viennent. Et plus le mouvement s'en vient, plus on va en parler dans les prochaines années. Est-ce qu'il y a moyen de tester, de savoir si quelqu'un, justement, en fait trop là, avant que ces études-là sortent? Est-ce qu'on peut consulter quelqu'un pour tester? Bien, évidemment, moi, je suis beaucoup plus d'axe à dire aux gens d'essayer de trouver la zone idéale d'entraînement qui va déterminer quelle est la fréquence à laquelle, la durée à laquelle je devrais faire mon exercice et l'intensité à laquelle je devrais faire mon exercice. Donc, pour savoir, est-ce qu'on en fait trop? Bien, ça va être des effets qu'on va voir à long terme sur des gens qui font déjà beaucoup d'exercices. Moi, je suggère aux gens, en fait, de miser sur la récurrence, de faire des exercices le plus souvent possible, miser sur la qualité, puis de se dire aussi que mon corps doit être capable de soutenir un effort. Donc, souvent, on dit hey, c'est quoi la zone idéale d'intensité que je devrais faire? La réalité là-dedans, là, c'est que si vous faites de l'exercice pour la santé, là, si vous êtes trop essoufflé pour parler, là, votre corps, ce que votre corps demande en oxygène, votre corps n'est pas capable de le fournir à 100 % et ça occasionne un stress chez monsieur, madame, tout le monde. Maintenant, si vous êtes un athlète élite, que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 70 ans, évidemment, faire affaire avec des professionnels qui vont pouvoir bien encadrer votre activité en termes d'intensité, mais on est très bon à dire comment faire pendant une séance ou comment quelques mois, mais quel est l'effet sur une longue durée, ça devient un petit peu plus difficile à bien conseiller les athlètes de très longue durée. En terminant, Stéphane, j'aimerais qu'on aborde en fait quelqu'un qui veut augmenter son endurance cardiovasculaire. Est-ce que c'est possible et si c'est possible, comment qu'on peut faire? Il est tout le temps possible d'améliorer la capacité de mon système cardiovasculaire de mieux fonctionner. Ça veut dire, est-ce que mon cœur fonctionne mieux, absorbe plus d'oxygène de mon système pulmonaire, améliore la vascularisation pour se rendre vers les muscles? Est-ce que le muscle est plus efficace à percevoir l'oxygène et donc de l'utiliser de façon plus efficace? Ce qui est important de prendre en considération, c'est de faire ça sur une base régulière. C'est allez-y souvent, augmentez progressivement votre intensité, même si on sait que lorsque vous travaillez un petit peu plus fort, le cœur travaille plus fort et ça a le plus d'effets positifs. Il faut y aller progressivement, mais surtout commencer doucement. Allez-y tous les jours, 30 à 60 minutes, zéro problème. Et augmenter progressivement, mais absolument. À long terme, avec une fréquence régulière. Merci Stéphane Ouimet. Santé. Et merci à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous pour TVC Info mercredi prochain, 17h30 sur les ondes de TVC Basse-Lièvre et 22h sur les ondes de ma TV. Au revoir.